Chers amis, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, on ne peut comprendre ce système que si on comprend la République de Platon et les enseignements de René Guénon. On a à la fois un nomadisme dévié qui pratique la sorcellerie et qui est venu des plaines d'Asie centrale, comme ces Mongols, ces Ouïghours, ces Huns avec Attila, ces Turco-Mongols, ces Khazars, etc. Toutes ces peuplades d'Asie centrale qui, quand elles restent chez elles et pratiquent le nomadisme, ne posent aucun problème. Elles se structurent tout comme les 12 tribus d'Israël. Et puis, on a un autre phénomène qui est inquiétant, c'est lorsqu'elles se corrompent, lorsqu'elles font des razzias, qu'elles viennent détruire les civilisations qu'elles pratiquent, la magie noire, la sorcellerie, le nomadisme dévié. Lorsqu'elles rencontrent des civilisations comme la nôtre qui sont en phase de dégénérescence, selon le schéma de Platon, qui sont passées de la synarchie à la théocratie, comme en Iran, puis l'oligarchie, comme en Russie, puis la démocratie, comme en Occident, enfin la tyrannie, comme en Corée du Nord, ou tel qu'est en train de le mettre le nouvel ordre mondial, eh bien cela pose un double problème. Ça pose un double problème. Je vous ai expliqué en 250 vidéos depuis 6 mois ce qu'était le nouvel ordre mondial, qu'il n'était pas juif, qu'il n'était pas franc-maçon, qu'il n'était pas homosexuel et qu'il n'était pas lié à des étrangers. Il est bien lié à l'Occident. Il a été inventé à Rome et avant Rome, la République romaine très certainement en Grèce. C'est une vieille secte très ancienne qui a gravité à travers toutes les civilisations depuis l'Égypte, une secte de magiciens noirs. Et cette secte, elle est actuellement extrêmement puissante. Elle est installée à Londres, à la City de Londres, et elle utilise à la fois du nomadisme dévié, donc de la sorcellerie, et à la fois elle veut imposer une tyrannie mondiale. Si on veut la comprendre, il faut comprendre pourquoi nous avons eu le matérialisme et l'atomisme grec. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois. Pourquoi nous avons eu le darwinisme, avec notamment le darwinisme social et l'idée qu'il y a une élite qui doit survivre et des peuples qui doivent subir le taillage à vif pour servir cette élite. Et puis pourquoi il y a la psychanalyse freudienne, car en réalité, ce qu'il y a derrière le freudisme, c'est la pédocriminalité. Ce qu'il y a derrière le darwinisme, ce sont les crimes rituels. Et ce qu'il y a derrière le matérialisme, c'est tout simplement le cannibalisme avec le commerce de l'adénochrone afin de rendre ces âmes de sorciers devenues quasi éternelles, leur offrir des corps éternels, des corps qui seraient construits avec le sang de nos enfants. Et dans ce cadre-là, on a eu des grands scandales ces dernières années, notamment depuis la Californie, le grand scandale de Jeffrey Epstein. Alors, Donald Trump a-t-il voulu démanteler les réseaux pédophiles ou tout simplement Donald Trump fait-il diversion pour se protéger ses amis, les grands réseaux pédophiles? D'ailleurs, on remarque que personne, à part Epstein qui s'est suicidé et Ghislaine Maxwell qui a négocié avec les institutions, eh bien, personne n'a jamais été arrêté et les réseaux sont toujours là. C'est d'autant plus intéressant qu'on sait que Ghislaine Maxwell s'était réfugiée en France, qu'elle était protégée par le service de renseignement français et que le service de renseignement français est mis en cause de deux manières, à la fois dans l'attentat de la préfecture de police de Paris, puisqu'il apparaît de plus en plus clairement que M. Harpon n'a tué personne, mais a été tué sur un mode opératoire qu'on connaît très bien, qui est un mode opératoire des services de renseignement, c'est-à-dire l'opération False Flag, et qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont montées au créneau, dont un témoin que j'ai mis à la suite, qui nous explique que, en réalité, le service de renseignement intérieur anime, en tout cas en partie, les réseaux pédocriminels de l'élite. Je vous laisse voir la suite qui se ponctue par une mise en garde des rabbins sur le rôle purificateur des juifs et le rôle purificateur de l'islam, c'est-à-dire comment les masses musulmanes et comment les rabbins, en enseignant la vérité, en faisant le outing des pédocriminels, vont amener l'Occident à être démasqué et à son propre échec, puisque tout cela fonctionne au moins depuis l'Empire romain, ces milieux pédocriminels et cette sorcellerie, et que c'est ce qu'ils entendent faire tomber. Évidemment, je sais que ça fera grincer des dents, mais on comprend mieux pourquoi Alain Soral avait été payé par la finance pour nous faire croire que le problème c'était les juifs, que le problème c'était les musulmans et qu'il fallait revenir au catholicisme romain comme religion d'État. Décidément, cet asticot-là était vraiment le ver pourri dans la pomme de la résistance. Qu'est-ce qui a conduit un fonctionnaire de police à sortir un couteau de cuisine et tuer 4 de ses collègues? C'est ce que doivent déterminer les enquêteurs en charge de cette affaire. Les faits se sont produits en tout début d'après-midi dans les locaux même de la préfecture de police de Paris, sur l'île de la Cité. L'assaillant travaillait dans un des services informatiques. Il a poignardé 5 autres fonctionnaires, 4 ont succombé à leurs blessures.
L'autre a été transporté à l'hôpital. L'assaillant a ensuite été abattu dans la cour du bâtiment. Lorsqu'il y a eu ce drame atroce qu'on a connu à la préfecture de police de Paris, le lendemain, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont signalé le fait que ce n'était pas un terroriste, que c'était une personne qui subissait des brimades, qui était mal dans son travail. Donc nous, on a fait un appel à témoins. On a eu la chance qu'une policière est venue chez moi, à mon domicile, à Aulnay-sous-Bois, afin de me donner les tenants et les aboutissants. On a eu aussi la rencontre de sa sœur. On a rencontré... Pourquoi vous connaissiez Michael Harpon? Je ne connaissais pas Michael Harpon, mais je connais beaucoup de sœurs malentendants. J'ai accompagné beaucoup de sœurs malentendantes dans leurs problématiques sociétales, c'est-à-dire dans le domaine du travail, dans le domaine du logement, et j'ai une grande connaissance de leur personnalité. J'ai cette chance-là. Et lorsque moi j'ai vu l'histoire de Michael Harpon, ça m'a fait tilt, car j'avais vécu la même chose à Aulnay-sous-Bois, où j'avais accompagné une personne à faire valoir ses droits dans le domaine du travail, et j'ai même été révoqué de la fonction publique par rapport à ça. J'ai été révoqué pour faire mon devoir de citoyen. Donc, par rapport à tout ce que je viens vous énumérer, donc on avait tous les tenants et les aboutissants. Ça, on a eu son prof de cours arabe, on a eu son ami d'enfance, Mourad, on a eu tout qui disait que les caractéristiques de Michael Harpon ne coïncidaient pas avec un acte terroriste qui était animé de revendications religieuses. C'est ce qu'on a dit. C'était pas un extrémiste religieux. À aucun moment on a essayé de légitimer son geste. À aucun moment on a essayé de faire un amalgame, jouer avec la peur des gens, avec la tristesse des gens. Il y a 4 personnes qui sont décédées. On sait très bien que lorsque des personnes sont décédées, c'est dur d'avoir du recul. Mais aujourd'hui, si tu es journaliste, ou vous êtes journaliste... Finalement, le camp de la lutte contre la pédocriminalité d'État, la corruption, la grande corruption, et par l'argent, et par les mœurs, c'est notre camp. D'accord, on lutte contre ça parce que c'est à l'origine d'énormément de problématiques en France, la corruption. Et donc la pédocriminalité d'État, c'est le pire, évidemment. Et c'est à ce sujet que je fais cette vidéo, évidemment. Car personne n'a oublié l'attentat terroriste islamique contre la préfecture de police de Paris, contre le service de renseignement de la préfecture de police de Paris. C'est vraiment le cœur du renseignement français, il faut le savoir. D'accord? Et cet attentat a évidemment entraîné énormément de conséquences dans la société, la purge des éléments pratiquants de la police. Les musulmans pratiquants n'ont plus accès à la police. Et il y a eu un attentat à Bayonne, on va dire un petit peu en répercussion, un vieux monsieur qui a été poignardé, 2 vieux musulmans qui priaient. Et puis il y a eu l'affaire évidemment du conseil régional, où donc un élu a fait sortir une femme voilée, une mère accompagnatrice d'une sortie scolaire, pour des enfants qui allaient apprendre la démocratie. Là, ils ont compris, je pense, que la démocratie, c'était à 2 vitesses. Et puis, il y a eu évidemment sur Internet un lâcher de haine anti-musulman et anti-musulmane en particulier, ce qui n'est pas très courageux de s'attaquer aux femmes, évidemment. Il y a en ce moment une grande campagne contre la violence faite aux femmes. Et puis, des gens intelligents se sont répandus sur Internet pour stigmatiser les musulmans, les musulmanes, leur demander de quitter la France, même s'ils sont français, c'est pas grave, faut qu'ils quittent la France quand même. Il y a eu à tel point qu'il y a eu des manifestations, donc une manifestation contre la stigmatisation des musulmans, et puis une manifestation contre l'islam. Tu vois, ça a créé un clivage, évidemment, comme à chaque attentat, évidemment. Mais le problème, c'est que la brigade antiterroriste a été saisie, et au bout d'1 semaine, très rapidement, la brigade antiterroriste a dit non, ce n'est pas un attentat terroriste islamique. Ce n'est même pas un attentat terroriste, parce que ça aurait pu être un attentat terroriste corse ou breton, mais non, ce n'est pas un attentat terroriste. Alors là, si tu veux, les médias ne rapportent pas les conclusions de la brigade antiterroriste. Éventuellement, tu sens qu'ils parlent d'attaque maintenant de la préfecture, mais ils noient le poisson. Ils ne veulent pas te dire que ce n'est pas un attentat terroriste islamique qui a frappé le service de renseignement de la préfecture de police de Paris, dont notre préfet allemand est le responsable. D'accord ? Alors, il y a 2 questions à poser au préfet allemand. Si ce n'est pas un attentat terroriste, qu'est-ce que c'est ? D'ailleurs, on pourrait poser cette question, évidemment, à la brigade antiterroriste. Si ce n'est pas un attentat terroriste, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et accessoirement, une petite piste de réflexion, sur quoi, deuxième question, sur quoi enquêtaient ces officiers du renseignement pour s'être fait exécuter dans leur préfecture ? D'accord, puisque ce n'est pas un attentat terroriste, c'est une exécution. Et pourquoi tu exécutes des officiers et une secrétaire, tout en sachant que
Une secrétaire, c'est comme dans une entreprise, c'est l'État dans l'État, si tu veux, elle en connaissait autant que les officiers, d'accord? Et le petit harpon aussi, hein, celui qui donc à qui on fait porter le chapeau. Mais donc ce n'est pas un attentat terroriste. Donc qu'est-ce que c'est? Harpon, au bout du compte, il s'est fait buter avec les 4 autres. D'accord? Et on dit c'est lui, on met le couteau dans la main, et on dit c'est lui. Ça rappelle encore une fois une tactique, un couteau à côté du cadavre, et dit voilà, il a voulu nous attaquer. Donc c'est une méthode connue et malheureusement pratiquée par... on a repéré, nous, qu'il y avait effectivement une similitude hein, dans la doctrine, dans la nouvelle doctrine du ministère de l'Intérieur, qui est l'ultra-violence, le LBD, les attaques chimiques contre la population, les braves, là, les groupes qui se dissimulent dans les manifestants pour arrêter les manifestants, et toutes sortes de petites gâteries qui nous sont réservées. Donc voilà, ce n'est pas un attentat terroriste. Qu'est-ce que c'est? Sur quoi enquêtaient ces policiers? Et alors, il y a une fuite, évidemment, sur Paris, hein, parce que très certainement, ces policiers, ces officiers, malgré tout, ils ont quand même des amis et de la famille, si tu veux, qui, hein, à partir du moment où eux-mêmes, on leur dit, ce n'est pas un attentat terroriste, alors eux aussi, ils se demandent qu'est-ce que c'est. D'accord? Et sur quoi enquêtaient nos amis, évidemment. Hein, il faut bien comprendre aussi que, comment te dire... ce n'est même pas, donc ce n'est pas possible que ce soit le petit harpon, petit secrétaire, petit gratte-papier qui tue 3 officiers au couteau. Ce n'est pas possible, d'accord? Même moi, et pourtant j'ai été militaire pendant 1 an, on m'a formé à attaquer les sentinelles par derrière et à les égorger. Ça faut le savoir, c'est quand même dans l'armée française que tu apprends ça. J'ai appris à placer des bombes sur les bords des routes, c'est-à-dire à créer des attentats aveugles, et j'ai appris à tendre des embuscades. Écoute, même moi, si j'attaque un officier au couteau, je me prends une clé de bras, je me retrouve au sol en 5 minutes, en 5 secondes. D'accord? Donc 3, c'est pas possible. Le petit harpon ne peut pas tuer 3 personnes, ne peut tuer 3 officiers formés au combat. Tu comprends? Qu'est-ce que c'est? Sur quoi enquêtaient-ils? Ils enquêtaient sur l'affaire Epstein. Ils enquêtaient sur l'affaire Epstein, qui est la plus grande affaire de démantèlement de réseau international de pédocriminalité d'État. Donc c'est Jamel Boben pour le Média Live. Bon, bonjour, alors bonjour Morad à la table. Bonjour. Vous êtes écrivain, l'un de vos sujets est la géopolitique. Vous avez été primé pour vos travaux plusieurs fois. Nous avons invité à prendre la parole sur un sujet très important qui concerne l'enfance et une certaine forme de crime dont vous allez nous informer. Mais avant tout, pouvez-vous vous présenter? Bien sûr, je suis né en France, dans le Jura, de parents français. Je suis citoyen français, écrivain, géopolitologue, conseiller en investissement stratégique. Oui. On peut juste parler un tout petit peu plus fort pour que les personnes je répète. Oui, alors. Okay. Pouvez-vous vous présenter? Je suis né en France, dans le Jura, de parents français. Je suis citoyen français, écrivain, géopolitologue et conseiller en investissement stratégique. Ouais. J'ai déjà publié une dizaine d'ouvrages. Notamment La génération 68 au service de la mondialisation, et mon dernier livre traite de la Libye, qui défend les intérêts stratégiques français qui ont été malmenés par l'aventure hasardeuse de Nicolas Sarkozy, qui a malheureusement sabordé nos intérêts dans le pourtour méditerranéen et au Sahel. Voilà. J'ai 46 ans, je n'ai aucun antécédent judiciaire, aucune condamnation. Je ne souffre d'aucune pathologie sur le plan physique et psychologique, parce que vous savez comme moi qu'en France, lorsque vous abordez des sujets un peu litigieux, un peu dérangeants, on vous prête des attributs d'ordre psychiatrique. Et depuis 5 ans, donc mes 2 enfants mineurs sont prisonniers d'un réseau pédocriminel, ouais, où il y a des agents de la DGSI, du service secret français, habilité secret défense. Il y a probablement d'autres enfants, et les graves dysfonctionnements que j'ai constatés. Non mais là c'est juste pour commencer, voilà, pour vous présenter. Justement, oui. J'explique pourquoi, parce que il y a aussi d'autres enfants, dans le sens où les graves dysfonctionnements que j'ai constatés au sein de l'institution judiciaire, il faut savoir que les juges dans ce type d'affaires ne jugent plus en droit mais en opportunité, et au sein aussi de la préfecture de police de Paris, car il y a un point commun entre mon affaire et celle d'Epstein. Mes enfants ont été amenés à l'étranger à mon insu, des documents administratifs ont été refaits, c'est-à-dire des pièces d'identité, des passeports, sans mon autorisation, sans mes signatures, ce qui est extrêmement grave et illégal par ailleurs. Alors vendredi dernier,
il y a plus d'une semaine, vendredi, enfin c'était un vendredi, c'était il y a 2 semaines, il me semblerait, vous avez lancé un message sur Twitter accompagné d'une lettre ouverte à Laurent Nunez. Pourquoi? Je lui ai écrit d'abord pour le sensibiliser. Il est l'ancien patron de la DGSI, il est secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, donc pour le mettre au pied du mur, parce que ou bien il agit, ou bien il cherche à camoufler et à étouffer l'affaire. Ça, c'est son problème. J'ai même envie de dire, c'est lui et sa conscience. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Mais il est obligé de prévenir le président de la République français, ou sinon il s'en expliquera devant un juge d'instruction. Et pour moi, l'essentiel dans tout ça, c'est que le président Emmanuel Macron, il est censé réputé être au courant, et parce que j'ai saisi les autorités de l'État, pas seulement Laurent Nunez, j'ai aussi saisi les procureurs concernés, saisis et informés. Donc si Emmanuel Macron n'est pas au courant, c'est que le travail n'a pas été fait et que les services de l'État présentent une véritable carence. Il y a des téléphones quelque part. Est-ce que les téléphones, on peut les mettre... ils sont éteints? Excusez-moi. Donc ça voudrait dire que si Emmanuel Macron n'est pas au courant, il y a des véritables carences au service de l'État et que on laisse agir au sommet de l'État la DGSI et des réseaux pédocriminels. Voilà. Pouvez-vous nous dire quelle est la situation en France? Alors je tiens d'abord à préciser que les Français ignorent souvent la réalité et l'ampleur des faits. Mais c'est normal, parce qu'on arrête souvent des cas particuliers et non pas des réseaux pédocriminels. Or, ce qu'on vit aujourd'hui en France, c'est de l'ordre des réseaux, c'est-à-dire des viols en réunion. Et ces réseaux sont toujours constitués, c'est pour ça qu'on n'en parle pas souvent, de 3 personnages clés. Il y a toujours un policier haut placé qui va influencer pour faire trafiquer les enquêtes. Il y a toujours un magistrat corrompu qui va violer ce code de déontologie. Et il y a toujours un médecin, un psychiatre, expert auprès des tribunaux, qui va prévenir que le parent, soi-disant plaignant, ait des problèmes psychologiques. Donc ça, c'est la première réalité. En France, c'est une pédocriminalité de réseau. C'est pour ça qu'on en parle rarement. On nous montre à la télévision un vieux pervers qui a été arrêté, souvent des cas isolés. D'ailleurs, petite parenthèse, les brigades de protection de la famille en France, au sein des commissariats, n'ont jamais à ce jour arrêté de réseau. Donc on pourrait quand même se poser la question. En termes de chiffres, il faut savoir qu'aujourd'hui, ça peut effrayer, mais c'est la réalité, la France est le premier État pédocriminel au monde. Nous avons 165 000 enfants violés ou qui risquent d'être agressés sexuellement chaque année. 130 000 filles, à peu près 35 000 garçons. Ces données chiffrées sont aujourd'hui reconnues auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc je ne les invente pas. Il y a 58 000 enfants qui disparaissent chaque année en France. La moitié est à peu près retrouvée dans les 72 heures. Pour le reste, on ne sait pas où ils sont. Et quand ils arrivent à l'âge de 18 ans, on arrête les recherches. Il faut savoir qu'il y a en France, parce que vous allez me poser la question, un secrétaire d'État en charge de la protection de l'enfance, Adrien Taquet. Je l'ai déjà sollicité, il n'a jamais répondu à mes questions. Adrien Taquet, on peut se demander à quoi il sert, pour une raison très simple. Il a fallu que des journalistes courageux fassent un travail, je pense aux journalistes d'M6, de Zone Interdite, auprès des aides sociales à l'enfance, qui sont littéralement des structures où les enfants sont maltraités, agressés sexuellement, violés. Adrien Taquet a attendu ce reportage de journalistes français pour faire un communiqué. Comment se fait-il qu'il n'était pas au courant avant? Pourquoi est-il rémunéré? Autre point, quand il a été invité chez Laurent Ruquier, il a osé dire que la majorité des enfants, 80%, étaient victimes d'inceste. Et donc il n'y avait pas de réseau. Il a encore une fois menti pour une raison très simple. Comment ça se fait qu'il y a 80% d'enfants victimes d'inceste et qu'il n'y a que 0,3% d'agressions sexuelles sur enfants qui sont jugés? Sinon on aurait 80%. Donc ces cas incestueux alimentent les réseaux pédocriminels. Et puis dernier point, la loi Schiappa, depuis qu'elle a été votée l'année dernière en plein été, que par 80 députés de la République En Marche, première question, où étaient les autres députés? Et deuxième point, depuis que cette loi est passée, la majorité des cas sont correctionnalisés. Et il y a de moins en moins de cas qui passent aux assises. Et ça, toutes les associations
qui militent pour la protection de l'enfance le reconnaissent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les victimes de violences, les viols en réunion, les placements abusifs, la pédocriminalité en France n'est pas traitée à la hauteur d'un pays qui est la 5e puissance du monde. Avez-vous eu des retours depuis? En tout cas, je n'ai pas eu de retour de Laurent Nunez. Manifestement que des agents des services secrets français au sein de la DGSI, je parle d'une minorité, qui viole et torture des enfants. Si pour lui c'est pas une priorité, j'ai presque envie de dire, c'est lui sa conscience. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je rappelle juste une chose, c'est que aujourd'hui, les faits sont extrêmement graves, puisque des gens qui sont censés assurer notre protection et lutter contre l'antiterrorisme se retrouvent mêlés à des histoires de pédocriminalité. Vous avez des preuves à nous... La dernière preuve, alors oui, j'ai des preuves que j'ai transmises au parquet antiterroriste de Paris, dont j'espère qu'ils ouvriront une enquête. Et puis l'autre preuve flagrante qui est aujourd'hui rendue publique, c'est en juin 2019, le commandant de la DGSI dans les Ardennes, un poste extrêmement important, en charge de tout ce qui est le grand test de la protection de la France par rapport à l'entrisme éventuel de djihadistes sur notre sol. Il a été arrêté alors qu'il violait une jeune fille mineure musulmane au prétexte de la déradicalisation. Il a dit qu'il était un expert en manipulation. Je pense qu'il est surtout expert en agression sexuelle. Et surtout, dans ses ordinateurs privés et professionnels, on a retrouvé plus de 10 000 images et vidéos pédopornographiques. Manifestement, il alimentait aussi un réseau. Donc aujourd'hui, il est en détention provisoire, il y a un procureur à Metz qui a fait un remarquable travail. Est-ce qu'on lui permettra d'aller jusqu'au bout? Je ne sais pas. En tout cas, dans le cadre de mon affaire, vu que mes enfants sont prisonniers d'un réseau pédocriminel où il y a des agents de la DGSI, mon avocat, mes conseils demanderont à visionner ces 10 000 vidéos en espérant que mes enfants n'y soient pas et d'autres par ailleurs. Ce combat est difficile. Quelle est la prochaine étape de votre combat? La prochaine étape, c'est bien sûr de la mobilisation, une prise de conscience collective, car nos enfants en France sont en danger. Les Français sont pour l'instant endormis, j'ai envie de dire, mais je vais vous dire une chose très simple. Les Français subissent une grave crise économique. De plus en plus, les gens sont appauvris. On le voit avec les manifestations des Gilets jaunes. Mais est-ce que pour autant vous pensez que les Français vont accepter que leurs enfants soient en plus violés? Je vous raconte, et je vous dis dans les yeux, les Français vont se réveiller avec une puissance phénoménale pour mettre à bas tous ces réseaux pédocriminels qui s'en prennent à leurs enfants. Trop, c'est trop. Emmanuel Macron est au courant. Dans votre question, qui est somme toute extrêmement pertinente, il y a une chose qui est très importante et que je dois dire. Du fait que je rende publique cette affaire, les réseaux pédocriminels français ont toujours la même méthode pour détruire la parole du parent plaignant. Et j'en sais quelque chose puisque le chef de la politique pénale générale et le substitut général ont tenté de le faire à mon endroit. J'espère qu'ils seront bientôt démissionnaires de leurs fonctions. À chaque fois, ils disent exprès que c'est un conflit familial, pour que les Français ne s'intéressent pas à l'histoire. À chaque fois, ils essaient de retourner l'accusation contre le parent plaignant, ce qui m'est arrivé. D'ailleurs, j'ai porté plainte à Versailles. Il s'avère qu'on a essayé de classer sans suite mon affaire, alors que j'étais accusé d'une grave diffamation. L'enquête de police de Versailles a été falsifiée par le commissaire central de Versailles, et la procureure générale, peut-être trompée, a dit qu'une diffamation n'était pas dans un texte pénal. C'est quand même assez inédit. Donc j'ai saisi en recours le procureur général de Versailles, je pense qu'il établira au final la vérité. Et puis troisième point, c'est qu'on essaie toujours de vous prêter une pathologie psychiatrique. Or là, j'ai la preuve que le Conseil national de l'ordre des médecins, qu'on voit aujourd'hui faire la leçon au professeur Raoult et Perron, a permis à ce qu'un document extrêmement important qui était l'aveu du médecin expert psychiatre dans mon affaire, que le docteur Dubec, apologiste du viol, a reconnu que la juge dans mon affaire, Géraldine Charles, je la cite, lui avait téléphoné et il a reconnu qu'elle lui avait fait pression pour orienter son rapport. Bizarrement, son rapport aujourd'hui a disparu. Rapport qui a été rédigé par la conseillère ordinale. Donc les faits sont extrêmement graves. Les réseaux pédocriminels ne reculent devant rien. Il faudra que le Conseil national de l'ordre des médecins s'explique d'abord là-dessus, sur le fait qu'il protège aussi ces réseaux, plutôt que s'en prendre aux professeurs Perron et Raoult.
Comment peut-on vous aider pour ceux qui nous écoutent? Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent? déjà, il y a un point important. L'homme que vous avez en face de vous, ils n'ont pas hésité à me ficher S. Je suis passé à huis clos, Conseil d'État contre le ministère de l'Intérieur. Le Conseil d'État, bizarrement, m'a empêché de pouvoir avoir accès à mes fiches S. Donc, c'est les pédocriminels déviants de la DGSI avaient écrit un paquet de saloperies sur moi, mais ils n'ont surtout pas répondu aux conclusions de mon avocat. Donc aujourd'hui, j'ai saisi la CEDH pour fichage S illégal. J'irai jusqu'au bout parce que ça permettra à beaucoup de gens et beaucoup d'innocents à ce qu'ils ne puissent plus être fichés S illégalement en France, aussi bien pour des combats sociaux, éducatifs, culturels ou contre la pédocriminalité. Nous avons mis en place aujourd'hui avec un certain nombre d'amis une mobilisation avec une centaine d'amis déjà, mais j'ai dû aussi, en raison de l'affaire de la DGSI dans les Ardennes, où la majorité des enfants, pour le coup, fait rare, parce que d'habitude c'est plutôt des enfants de familles modestes, j'ai employé le mot blanc, même si j'aime pas l'exprimer. Là pour le coup la DGSI s'en prenait majoritairement à des enfants dont les parents étaient musulmans. Donc ils commencent à violer et à torturer des enfants dont les parents sont turcs, algériens, marocains, tunisiens, sénégalais et maliens. J'ai prévenu les autorités de ce pays, on va tenter de mettre en place une enquête internationale, parce que ce qui se passe en France est très grave. Et aujourd'hui, j'ai mobilisé à peu près 700 000 Français musulmans patriotes, à travers à peu près 200 mosquées, pour nous engager aux côtés de nos frères français, qui n'ont pas oublié leurs racines, j'ai presque envie de dire christiques, pour sauver les enfants de notre patrie française. Voilà. Et obliger M. Macron à éradiquer, à détruire ces réseaux pédocriminels, ce que font déjà très courageusement Donald Trump, Poutine et autres chefs d'État qu'on traite trop facilement d'autocrates en France, alors que dans leur pays, ils font le ménage. Que dites-vous à ceux qui ont peur? J'ai pas tout à fait répondu aussi à votre question sur l'aide que vous pouvez m'apporter. Oui, on finira par aujourd'hui, alors, l'aide que vous pouvez m'apporter, pas seulement à moi, mais à toutes ces femmes et ces hommes qui militent dans le cadre de la protection de l'enfance, parce que c'est affreux ce qui se passe en France. Affreux. J'ai même envie de dire criminel. D'abord, c'est par de la propagande. Au maximum 7 vidéos, de rapporter que je suis disponible pour d'autres vidéos sur d'autres sujets, et de fédérer autour d'un même slogan qu'on va mettre en œuvre qui est « Ceci n'est pas un consentement d'enfant ». Le slogan, je le répète, « Ceci n'est pas un consentement d'enfant ». Voilà. Ça va être le fameux hashtag. Le fameux hashtag. Et nous allons nous battre, bien sûr, grâce à cette vidéo, à la propagation de cette vidéo, à ce que les enquêtes soient enfin ouvertes. Et auprès du parquet antiterroriste, parce que j'ai déjà déposé les plaintes, nous ne lâcherons rien, nous ne lâcherons pas. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai porté plainte il y a déjà 1 an pour violence sur mineur auprès du doyen des juges d'instruction. La plainte n'est toujours pas instruite. Rien qu'en termes de délai raisonnable, la France va être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il faut sauver nos enfants. Et bien sûr, à votre question finale... Que dites-vous à ceux qui ont peur? Mais d'abord, il ne faut pas avoir peur. Qui peut avoir peur d'une ordure qui baisse son pantalon pour violer un enfant? Zut, le français, je suis né en France, j'ai grandi en France, et dans le Jura, en Franche-Comté. Le français, il est plein de valeurs antiques et plein de chrétienté. Il est plein d'une fierté gauloise. J'ai presque envie de dire, mais comment vous pouvez vous courber devant l'ignominie et la vermine? Ces gens-là, il n'y a aucun réseau de puissance qui les protège. Rien. Ils jouent d'une peur qui est purement fantasmatique. Vous ne pouvez pas avoir peur de quelqu'un qui viole des enfants. Qui il est? Imaginez, attribuez-lui la vérité de ce qu'il est. Ne tombez pas dans la servitude volontaire que dénonçait déjà la Boétie. Ce sont des parasites, ce sont des vermines, les pédocriminels. D'accord? Ils baissent le pantalon pour violer des bébés, des enfants de 5-6 ans. Et d'ailleurs, Marie Grimaud l'a rappelé. Nos magistrats en France, qu'ils arrêtent de croire que des enfants de 5-6 ans sont consentants. Jamila Alaf a fait un travail exceptionnel en dénonçant la pédocriminalité. D'ailleurs, elle a été invitée chez André Berkoff pour ce faire. Et d'autres. J'espère qu'ils seront vus et qu'il y aura une véritable visibilité par rapport à eux. Je sais qu'il y a une femme courageuse du prénom de Nadia qui est en train d'organiser une conférence
une manifestation contre la pédocriminalité en juillet à Paris. Le 25... Alors vous êtes au courant mieux que moi, le 25 juillet, il faudra la soutenir, il faudra marcher dans la rue, il faudra dire à nos magistrats c'est terminé. Et si vous prenez l'engagement de défendre les pédocriminels, nous allons manifester pour introduire votre responsabilité pénale dans l'ordonnance de 58. Et vous rendrez des comptes. Il y a une manifestation à Genève également, le même jour? Oui. Apparemment le même jour à Genève, c'est ce que j'ai cru savoir. Oui. J'espère qu'elle sera soutenue. Moi, si vous me permettez un remerciement public, parce qu'elle s'est investie dans mon affaire et ça va vous paraître un peu surprenant, je tenais à remercier publiquement Ivanka Trump. Je répète, Ivanka Trump, la fille du président Donald Trump, qui est en charge de la lutte contre la pédocriminalité au niveau national et qui a déjà permis l'arrestation, grâce à une cellule du FBI dédiée au trafic humain, plus de 5000 pédocriminels dans le monde, dont en France. Ils ont permis aussi l'arrestation en France de réseaux pédocriminels, mais ce n'est pas médiatisé, bizarrement. Et je sais qu'elle suit mon dossier de près et je la remercie, comment dire, infiniment, vraiment de tout cœur, infiniment, de vouloir sauver aussi des enfants français. Merci à elle, merci aux Français qui vont s'engager avec nous contre ce grave fléau qui touche la France aujourd'hui. Je vous rappelle qu'Epstein résidait pour moitié du temps en France, qu'il violait des enfants français. Il nous faut sauver tous ces enfants et je garde espoir auprès de tous nos concitoyens qui, à chaque fois qu'il a fallu manifester contre l'injustice et pour protéger les enfants, ont été présents. Vous me voyez, je le fais à visage découvert, je fais partie de ces parents plaignants. Il y en a 165 000 chaque année en France qui, pour la plupart, ne peuvent pas aller jusqu'au bout de cette démarche. La plupart sont des mamans, à 80% des cas. Elles sont détruites par le système, elles sont détruites par les réseaux. On les prétexte qu'elles sont folles ou dépressives, c'est faux. Ce sont des femmes courageuses. Je suis aussi quelque part le porte-voix de toutes ces personnes. Merci à vous, merci à votre média, et nous allons gagner. Et Emmanuel Macron, je lui envoie un message. Monsieur le Président de la République, agissez vite, car nous ne serons pas faire, et ça en coûtera votre élection si vous voulez rien faire. Alors, il y avait juste une question de Véronique Bagnier, il y en a plusieurs, mais je vais en prendre une. Combien de magistrats et avocats et ministres sont pédophiles? À mon sens, il y a beaucoup trop aujourd'hui de faits de pédocriminalité où des magistrats sont impliqués. Il y a encore 15 jours, le juge des enfants de Dijon mettait sa fille de 12 ans sur un site pédopornographique. Il y a eu quelques années de ça, un magistrat important qui était vice-procureur à Versailles, qui a été attrapé dans le cadre de forums où il échangeait plus de 5000 images vidéo pédopornographiques. Le malheur, c'est qu'il n'a pris que 8 mois de prison avec sursis et 1 000 € d'amende. Je trouve que tout ça va s'arrêter très vite. Aujourd'hui, il y a un mouvement international qui est créé autour de ça. Encore récemment, en Bulgarie, en Turquie, en Allemagne, 30 000 personnes viennent d'être arrêtées. Le seul pays aujourd'hui, bizarrement, qui apparaît comme le repère des pédophiles, d'ailleurs Marie Grimaud avait dit qu'en France, c'était l'Eldorado des pédophiles, c'est la France. Nous allons agir dans ce sens. Je fais partie des parents victimes. Je demande à ce que les instructions soient ouvertes, que la procureure antiterroriste, que le procureur général de Paris ouvre une enquête sur mon affaire. Et je donnerai dans une prochaine vidéo les 5 magistrats mouillés dans mon affaire qui n'ont pas hésité à violer leur code de déontologie pour protéger des corrupteurs de mes enfants et probablement de plusieurs centaines d'autres enfants. Alors, j'ai vu que vous avez ramené quelques documents. Les documents, il a fallu que je fasse pression sur Madame Belloubet, ministre de la Justice, pour qu'enfin elle daigne transmettre à l'autorité judiciaire compétente, en la personne du procureur général près de la Cour d'appel de Paris, ma requête, puisqu'il y avait énormément de blocages. Il faut savoir que le Conseil supérieur de la magistrature refuse d'ouvrir une enquête contre une magistrate littéralement corrompue dans mon affaire, qui n'a pas hésité à plusieurs reprises à violer ce code de déontologie. Et petite parenthèse, qui connaissait l'avocate de la partie adverse juste avant de plaider et qui ne s'est pas récusée. Rien que ça déjà. Là, j'ai l'avis de réception de ma plainte au pénal. Comme vous pouvez le constater, elle a été déposée le 9 juillet 2019. Donc ça fait 1 an que ce n'est toujours pas traité. Pourquoi ce n'est pas traité? Quels sont les pédocriminels déviants au sein de la DGSI qui ont pu faire pression sur la magistrature afin que l'affaire ne soit pas traitée? La dernière en date, c'est l'avis de classement sans suite à Versailles,
où la procureure dit que les faits dénoncés pour des faits de diffamation ne sont pas punis par un texte pénal. Il suffit de taper sur Google pour voir qu'une diffamation c'est une infraction pénale. Là vous avez ma plainte auprès du procureur général de Paris. Elle fait 7 pages. Il y a le nom de tous les magistrats concernés dans mon affaire. Et là, c'est ma plainte auprès de la procureure antiterroriste de Paris, où effectivement, mon ex-compagne dit apprendre, je l'ai par attestation d'huissier, elle rend public des lieux visés par des attentats terroristes, sans que jamais elle ait pu être interrogée. Donc, en plus de ça, ces agents de la DGSI mettent en danger nos enfants, puisqu'ils les violent et les torturent, mettent en danger nos concitoyens français, parce qu'ils ne font pas leur travail contre l'antiterrorisme, mais mettent aussi en danger nos forces militaires armées, forces sentinelles, puisque manifestement ils savent où il y aurait des attentats, mais ne les empêchent pas. Alors on peut féliciter ces ordures, et j'espère que dans un avenir très très proche, Emmanuel Macron va prendre la mesure de ce qui se passe, parce qu'il y joue sa future réélection. Je le dis, Emmanuel Macron, vous êtes aujourd'hui notre président de la République. Ou vous agissez et vous faites tomber ce réseau pédocriminel, ou vous ne serez pas réélu. Peut-être même que vous ne finirez pas votre mandat avant l'heure. Juste une question par rapport à ce que vous dites. Est-ce que vous pensez déjà que par rapport à la peur, plus les gens vont s'emparer de ce sujet et vont le mettre sur la place publique, et plus des personnes comme vous et les victimes seront protégées justement. Et je pense qu'ils jouent là-dessus. Ils font peur, ils font des menaces pour que justement on ne puisse pas vous protéger. Et c'est là où c'est pour ça que je veux faire cette démarche, parce que je pense qu'il est grand temps que tout le monde soit derrière les victimes pour les protéger, pour qu'on ne puisse pas justement vous faire passer soit pour fou ou carrément vous enfermer. Alors, la question est très pertinente. Et effectivement, j'ai subi 3 tentatives d'effraction, 2 tentatives de vol. Je me suis battu 2 fois à 2 reprises avec des inconnus. Donc une fois, j'ai filmé la scène quand même. Ça a été classé sans suite. Il y a un vice-procureur dans mon affaire qui s'est amusé à tout classer sans suite, qui est allé jusqu'à empêcher l'exécution d'un procès-verbal de réquisition faite par une procureure en charge de la protection de l'enfance. Imaginez jusqu'où il est allé en empêchant les enfants d'être entendus par des psychiatres. Mais je vais vous dire une chose, la peur, elle a changé de camp. Oui. Elle a complètement changé de camp. Moi aujourd'hui, j'ai fait une lettre ouverte au président de la République. Donc il est au courant de tout. Les Français sont au courant de mon affaire. Aujourd'hui, ils n'osent même plus venir me menacer et autres. Aujourd'hui, c'est eux qu'on peur. Je vais vous donner la prochaine fois les noms des magistrats. Il faut savoir que le commissariat du 17e arrondissement, la commissaire centrale du 17e arrondissement, Catherine Jourdan, la commissaire centrale du 8e arrondissement et la commissaire centrale de Versailles ont falsifié les enquêtes, je le dis face caméra, et ont bénéficié de l'aide de 2 voyous de l'IGPN, dont j'ai les signatures mais pas les noms. On va les retrouver grâce au juge d'instruction, qui ont validé les falsifications d'enquête. Ils vont tomber, ils vont tous tomber, et on va sauver des milliers d'enfants. Ce n'est que le début. Juste une question. Alors juste une dernière question. Vous mettez beaucoup vous espérez beaucoup, disons en Macron, en Monsieur Macron, mais est-ce que vous ne pensez pas que justement, quand on voit son parcours, quand on voit sa femme Brigitte Macron, qui est effectivement peut-être sa femme, mais à la base, elle était son professeur, ce n'était qu'un étudiant mineur, pensez-vous pas que ça va être peut-être compliqué, puisque indirectement, lui-même, si on regarde bien, a été un peu dans cette situation d'enfant abusé, même s'il a épousé son pédophile. Moi, personnellement, excusez-moi, j'emploie les mots comme ça devrait être. Pour moi, une femme de 40 ans qui détourne un enfant de 14 ans, je suis désolé. Bon, on ne peut pas parler de consentement en plus. Alors attendez, 2 choses. Premièrement, j'interpelle le président de la République, c'est-à-dire la fonction. Il porterait un autre nom, je dirais son nom. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, dans le cadre de sa vie privée entre lui et sa femme et son épouse, qui est devenue son épouse, il faut savoir que Brigitte Macron, j'ai déjà sollicité 4 fois, donc j'espère qu'elle aura, elle prendra la mesure de la gravité de ce qui se passe en France. Je pense qu'elle a déjà plus ou moins connaissance, et qu'à ce moment-là, on verra. Je demande à être reçu par elle avec des avocats et des représentants de l'association de protection de l'enfance, pas ceux qui ont protégé les salopards de l'affaire Outreau, mais les vraies associations de protection de l'enfance.
et on verra à ce moment-là. Moi, je sais en tout cas une chose, c'est qu'aux États-Unis, ils ont pris la mesure des choses. Melania Trump, la dernière fête de l'indépendance aux États-Unis, elle a porté une robe dessinée par Alexander Green qui représentait des dessins de victimes d'enfants abusés sexuellement. Donc je pense qu'en France, il y aura une prise de conscience et que M. Emmanuel Macron, président de la République, parce que je le vise directement, c'est à lui aujourd'hui, parce qu'il possède tous ses pouvoirs, de mettre à mal ces réseaux pédocriminels. De toute façon, il n'aura pas le choix. Dans mon affaire, il y a des gens de la DGSI, il y a des gens qui sont en charge de la protection de la sûreté nationale. Ils se sont mouillés avec des pédocriminels, probablement aussi des magistrats qui les ont aidés dans ce faire. Ils vont tous tomber. Restons sereins et fiers d'être français, d'être animés, et n'ayons peur de personne, car il n'y a aucune peur à avoir. Et tous ensemble, combattre pour la protection de nos enfants. Mais on gagnera tous ensemble. On est bien d'accord. Le combat, il est pour tous les enfants de France. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir été plus ou moins clair sur le sujet de la pédocriminalité. C'est moi qui vous remercie. Bon, en tout cas, et de le porter à visage découvert, chose qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont le courage, parce qu'on sait toute la répression que vous pouvez subir. Donc, je l'ai subi, mais bientôt eux subiront. Je l'ai subi et bientôt eux subiront la radiation à la foudre des Français. Oh, merci, vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez plus. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Essav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire qu'un jour, au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Édom, c'est Rome, mais après par extension tout le monde occidental. Et très souvent les grands empires européens prétendaient être la suite de l'Empire romain. Le Saint-Empire romain byzantin, Saint-Empire romain germanique, les nazis avaient les emblèmes de Romains, les Américains aujourd'hui l'emblème de Romains aussi, l'aigle. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et je termine. Le Malbim, une fois de plus, nous a expliqué. Quand Ishmaël, Malbim, Yecheskel, chapitre 38. C'est les mots du Malbim. Quand Ishmaël va se rendre compte qu'il est en vérité manipulé par Édom, et que le but d'Édom est qu'une fois que Ishmaël aura fait le sale travail, Édom va lui dire, va te faire voir maintenant, toi aussi, parce que va arriver un jour où Daesh, Al-Qaïda, etc. se rendent compte que finalement, on se sert d'eux, bien que, je veux dire, ils ont leur part de satanisme aussi, mais en quoi on se sert d'eux. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer de le Malbim? Malbim écrit il y a presque 200 ans, ils vont se... Ces visions pour les prochaines années sont apocalyptiques. D'ailleurs, ces dernières paroles furent « Je suis heureux de pouvoir y aller maintenant, parce que je ne veux pas faire l'expérience de ce que je vois. » Petite parenthèse, il a annoncé, sans se tromper, la date de sa propre mort. Concernant notre époque, il prédit une effroyable guerre mondiale qui fera plus de victimes que le total des deux précédentes. Tout d'abord, il décrit l'embrasement auquel nous assistons actuellement au Moyen-Orient. Puis il évoque l'affrontement d'impressionnantes flottes navales en Méditerranée. Mais pour lui, le détonateur de ce conflit sera, comme pour la Première Guerre mondiale, l'assassinat dans les Balkans d'une figure importante de la politique. Tout va très vite. La Russie déferle sur la Serbie et se dirige droit sur l'Italie. Puis 3 colonnes blindées traversent l'Europe vers l'ouest. La ville de Francfort est complètement détruite lors d'une attaque aérienne et la vallée du Rhin est dévastée. Tous les ponts du Danube disparaissent les uns après les autres. Désemparée, la population fuit vers l'ouest, mais se retrouve bloquée sur les routes dans des bouchons sans fin. Pendant ce temps, la Chine, grande alliée des Russes, ambitionne d'occuper les territoires américains. Elle envahit l'Alaska, le Canada, et ne va pas plus loin, car elle est terrassée par une défense états-unienne redoutable. À Paris, la ville est mise à feu et à sang par ses propres habitants.
la plupart venant de banlieue. En Italie, Erlmeyer décrit ce qu'il semble être une guerre de religion. Des sauvages venus de l'extérieur massacrent la population ainsi que de nombreux membres de l'Église. Quant au pape, il est exfiltré dans un endroit sûr. La Russie n'a plus aucune limite et largue sur la côte anglaise une nouvelle bombe inconnue à ce jour et d'une puissance inimaginable. La mer se met en ébullition et des vagues hautes comme des tours submergent une bonne partie de l'Angleterre. Les territoires du nord de la France et de la Belgique sont également touchés par ce raz-de-marée. S'ensuit éclairs, tonnerres et tremblements de terre. La Terre connaît alors 3 jours de ténèbres et d'obscurité. On comptera plus de victimes en une nuit que lors des 2 précédentes guerres mondiales. Erlmeyer donne quelques conseils. Restez enfermés durant ces 3 jours, puis colmatez les fenêtres et les portes, car à l'extérieur, les retombées radioactives dévasteront tout être vivant. Ne buvez pas l'eau courante et consommez uniquement des aliments en boîte. Prévoyez les bougies, car toutes les centrales électriques seront hors d'usage. Ils vont se retourner, ils vont s'entretuer, d'accord? Et qui va sortir vainqueur? L'homme, le vrai, Adam. Parce qu'à force de s'entretuer, ils vont nous foutre la paix, et c'est comme ça que le monde va être récupéré. 2 nations vont nous accompagner toute notre vie durant. La nation d'Ishmaël et la nation de Esav. Vis-à-vis d'Ishmaël, Ishmaël c'est l'islam aujourd'hui, vous le savez. La guerre de Gog et Magog, cette fameuse guerre qu'on attend tous. Le Chafetz Chaim a dit, ne t'attends pas à voir autre chose que la guerre de l'islam se lever contre Édom. Selon Chafetz Chaim, la guerre de Gog et Magog, c'est que l'islam en Europe se lèvera comme un seul homme et ils ont tout pour réussir. Cette guerre-là, dans le monde dans lequel on vit, elle est nécessaire. Et pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire? Parce que l'un va utiliser l'autre. Elle rentre en guerre. Akadosh Baruch Hu Shtabach Shemo Lahad, dit le Chafetz Chaim, va provoquer que Ishmaël se lève contre Esav. Donc ce que vous êtes en train de subir en France, en Europe, qui fait tellement peur, ça devrait être pour nous la plus belle nouvelle de notre histoire juive. Enfin, on commence à s'y approcher. Enfin, on commence à réaliser ce que les sages nous avaient prescrit avant. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce l'envie de Mashiach. Excellente nouvelle. Et que se passe-t-il quand il viendra? La paix régnera enfin dans le monde, les nations déposeront les armes et ça... Et tous les enfants d'Édom, tout l'Occident, qui sont les descendants d'Ésaü, d'Esav, se rassembleront, Veitarun Kravabeu, et il y aura une guerre entre eux. Et ils vont faire une guerre donc entre tous les descendants d'Ishmaël et tout l'Occident. Voilà, c'est déjà, on y est. Hein, on y est. Voilà, l'Allemagne va recevoir 800 000 réfugiés et l'Empire islamique prévient, ils sont prévenus qu'il y a des milliers de terroristes. Et tout est indiqué où? Dans le Zohar, il y a 2000 ans. Et ils vont triompher les uns des autres. Ils vont tous les deux réussir. Ils vont avoir une réussite. Et c'est à trembler, c'est à trembler. Et la terre d'Israël ne tombera pas aux mains d'Édom, aux mains de l'Occident. Mais ça, c'est l'avant-propos de la guerre de Gog et Magog. Et Hachem, qui nous aime infiniment, nous envoie Ishmaël pour préparer la guerre de Gog et Magog. Donc quand Ishmaël va faire cette guerre-là avec l'Occident, ensuite l'Occident va se liguer, et Gog, comme on l'a dit, il va réunir l'ensemble des peuples. Il y aura déjà, ce seront des continents qui seront réunis, mais il y aura déjà eu les réunions grâce, entre guillemets, grâce à Ishmaël, et toute personne un tout petit peu honnête et qui ouvre les yeux voit que ces choses-là sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Il faut un mouvement islamique qui mette un peu la pagaille pour fissurer l'absolue puissance de l'Occident. C'est des textes qui ont été écrits il y a 2000 ans. Ishmaël va mettre le balagan, je l'appelle, parce qu'il faut qu'il mette le balagan, sinon la carapace de l'Occident serait tellement monolithique qu'on ne pourrait même pas laisser passer un filtre
une faille dans la lumière messianique. Tout à coup, il y a une jeune fille qui vient en face de nous dans le train et qui nous dit, vous êtes juif? Oui, on est juif. Vous savez, j'aime beaucoup Israël et la Bible, et je suis très content de pouvoir vous parler, j'ai déjà été en Israël moi-même, et Jésus me fait tellement de bien dans ma vie, et hop, elle m'ouvre le Bible, là, ils ont dans c'est Jérémie, chapitre 53. Il y a des juifs qui vont vouloir créer des mouvements dissidents. Et ils vont dire, on fait tout. Nous, on est juifs, on fait la Torah, mais un détail, on va faire un peu différemment. S'il n'y a pas un grand de Torah, un vrai grand de Torah qui est derrière ça, c'est une invention grave. C'est beaucoup plus grave que de dire adorons la croix. Adorons la croix, il faut être vraiment crétin pour aller le faire. D'accord ? Sur les Bnei Ishmaël, sur les fils d'Ishmaël, que va grandir le fils de David. Donc quand nous voyons le monde Ishmaël aujourd'hui prendre de l'ampleur, c'est clair que pour nous, ça doit être une chose extrêmement heureuse. Parce qu'ils grandissent. Quand ils tombent, alors on les remplace. Et on est dessus, quelque part, et dès qu'ils tombent, hop, on prend leur place. C'est exactement ce que dit, c'est ce que dit le Balatou, il m'a dit oui. La force qui s'oppose à Ishmaël, aujourd'hui, c'est l'Occident. Il semblerait qu'il est inévitable que le monde arrive à un conflit entre l'Occident et l'islam fondamentaliste. La Gemara, traité Yoma, page 10, dit, à la fin des temps, il y aura une grande guerre entre la Perse c'est l'Iran actuel, et Rome. Rome, c'est l'Occident. C'est marqué clairement. Donc il faut être confiant, mais il faut renforcer le mouvement. Donc en France, partout, que tout le monde se renforce en tchouva, Bat Hashem reçoit très bientôt Mashiach, Berachamim, Amen.